Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là parce que j'ai une admiration sans borne pour les entrepreneurs. Et là, ce soir, j'en ai rencontré quelques-uns. Ils ont l'esprit du tigre dans l'œil. C'est des gens qui se sont faits eux-mêmes et ne demandent rien. Donc, je suis vraiment très content. Je veux dire aussi que je sais que vous avez rendez-vous avec un œuf parfait et un filet de dorade. Donc, je vais essayer de faire court. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que, puisque vous êtes des preneurs de risques, je vais poser une question, un quiz à la salle. Qui d'entre vous pense que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail au Maroc, qui d'entre vous pense que ce nombre augmente? Et qui pense que ce chiffre baisse? Le nombre de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail au Maroc. Levez les mains ceux qui pensent que ça augmente. On est à 80% qui pensent que ça augmente. Alors la bonne réponse, c'est que ce nombre a cessé d'augmenter depuis 2013. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de créer moins d'emplois. Ce que ça signifie en réalité, c'est qu'il y a un changement démographique qui est en train d'avoir lieu dans la force de travail marocaine, et qu'en fait, des jeunes mieux formés vont remplacer des vieux moins bien formés. Et c'est ça qui mécaniquement va créer une augmentation du capital humain dans les 30 années à venir au Maroc. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que essentiellement, j'ai dit des jeunes, mais en fait, c'est des femmes. C'est des femmes qui vont rentrer sur le marché du travail. Alors, ça c'est la situation au Maroc, et on pourrait dire la même chose sur la Tunisie, l'Égypte, etc. Maintenant, en miroir, la situation démographique en Europe. Vous avez une Europe dont la démographie est en train de ça a un impact très concret, c'est-à-dire que le corps électoral, plus il vieillit, donc les électeurs seniors, ils sont plus disciplinés, ils votent davantage. Quand ils votent pour des acteurs qui leur promettent de sacraliser le niveau de leur pension de retraite. Et donc vous avez remarqué que ça fait 15 ans qu'en Europe, dans tous les pays d'Europe, il y a des réformes qu'on appelle paramétriques des systèmes de retraite, où on touche à tous les paramètres, sauf le niveau de la pension de retraite. Bon, la durée de cotisation, l'âge de retraite, les taux, tout ce que vous voulez, sauf le sacro-saint niveau de pension de retraite. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a cet effet ciseau démographique entre l'Europe et l'Afrique du Nord, et qu'à un moment donné, il va y avoir une crise de financement de ces systèmes de retraite en Europe. Et c'est une crise de financement qui est mondiale en vérité, c'est pas seulement en Europe, c'est au Japon, aux États-Unis, etc. Mais en Europe, c'est particulièrement, on le vit avec beaucoup d'acuité. Alors, pour sortir de cette équation, il y a deux variables. La première variable, c'est le recours à la migration. C'est d'apporter une force de travail jeune, laisser rentrer en Europe et faire le travail. C'est ce qui a été fait en Allemagne, par exemple. 1,5 million, voire 2 millions de migrants qui sont arrivés. Bon. La deuxième variable d'ajustement, c'est la robotisation. Et vous voyez, vous êtes bien placé ici à Strasbourg, vous avez vu que au Parlement européen, on discute de faire payer des cotisations sociales aux robots. C'est cela que ça vient. Et là encore, l'Allemagne, qui est leader sur l'industrie 4.0, c'est-à-dire comment mettre des robots un peu partout pour travailler, etc. Les Japonais également. Alors, la thèse de travail que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est qu'il y a une troisième variable d'ajustement, dont on ne parle pas assez, et qui pourtant c'est l'éléphant dans la pièce. La troisième variable d'ajustement, c'est l'intégration économique avec des pays à démographie dynamique, ce qui tombe sous le sens. Cette intégration économique, normalement, devrait avoir lieu entre les 500 millions d'Européens et 200 millions de Nord-Africains, normalement. Il y a les Ukrainiens aussi qui sont jeunes. Il y a les Biélorusses. Alors, pour que cette intégration ait lieu, il faut qu'il y ait un organisme, une institution qui organise un accord, une ère d'économie partagée qui puisse organiser ces échanges. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'Amérique du Nord, les pays de l'ALENA, donc de l'accord de libre-échange nord-américain, vous regardez la part des investissements directs étrangers canadiens et américains qui vont au Mexique, on est à 16%. Vous allez voir en Asie les pays de l'ASEAN, donc l'Asie du Sud-Est, plus 3, donc ASEAN plus Japon, Corée, Chine. Japon, Corée, Chine investissent
16%, 20% de leurs IDE qui vont dans les pays de l'ASEAN. Et quand vous essayez de retrouver ce ratio entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée, donc la zone Euromed, vous vous rendez compte qu'on est à 5%. Donc on a au moins 11% de marge de progression d'IDE supplémentaires que l'Europe pourrait rediriger, que le secteur privé européen pourrait diriger vers les pays de la rive sud de la Méditerranée. Vous calculez 11%, et encore je suis conservateur, 11% ça fait à peu près 60 milliards d'euros par an. Il y a 60 milliards d'euros par an d'investissements directs étrangers fantômes qui devraient aller pour les pays de la rive sud méditerranéenne et qui n'y vont pas. Alors on ne sait pas pourquoi. On va chercher à comprendre pour régler le problème. 60 milliards d'euros, c'est pas mal, hein, à diviser entre tous les pays, entre le Maghreb, entre le Maroc et la Turquie, ça fait un paquet. La thèse de travail, c'est que les économies européennes n'auront pas le choix. Et c'est d'ailleurs ce qui explique les stratégies de développement de tous les pays de la zone périphérique, et c'est ce qui explique le succès du Maroc, la Tunisie, l'Égypte et d'autres pays dans le fait de se dire hub. Alors ce mot hub, il est terrible parce qu'il commence à être galvaudé, tout le monde veut être le hub. Vous allez en Égypte, tout le monde vous dit oui, nous l'Égypte ça va être le hub, vous allez en Tunisie, pareil, c'est le hub. Alors il faut se poser la question, pourquoi est-ce que les investisseurs viennent au Maroc? Pourquoi est-ce qu'il y a ce succès du Maroc sur l'investissement direct étranger? Alors, on pourrait se dire c'est à cause des bas salaires. Quand on regarde les chiffres, le salaire minimum au Maroc est plus élevé que le SMIC en Bulgarie, par exemple. Donc c'est peut-être pas la bonne explication. D'ailleurs, quand vous regardez, vous comparez le Maroc, la Bulgarie, la Roumanie et la Tunisie, tous ces pays sont entre 3 et 6% du PIB en investissement direct étranger. Ça veut dire qu'on est à peu près là. Sauf que la différence, c'est qu'en Tunisie, le SMIC est 2 fois moins élevé qu'au Maroc, et qu'en Égypte, il est 4 fois moins élevé qu'au Maroc. Donc qu'est-ce qui explique que les investissements sont encore aussi importants au Maroc? La deuxième explication, c'est la stabilité. La stabilité politique. Il y a deux façons de le voir. Soit vous dites le Maroc est bon parce qu'il est stable, il a su adopter des réformes qui font qu'il est résilient. Donc ça ne veut pas dire qu'il est stable, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais tomber par terre. C'est genre on tombe et on se relève. Donc on a cette technologie de tomber et se relever au Maroc. Il y a la façon pessimiste de le voir, de dire non, non, ce sont tous nos concurrents qui sont par terre, donc évidemment, nous, ça va mieux. Bon, je vous laisse choisir. Moi, la réponse que je voudrais mettre en avant, je pense que c'est la troisième, c'est les investisseurs viennent au Maroc, pas à cause de la stabilité ou du bas salaire, ils viennent d'abord à cause de la qualité du partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'en arrivant au Maroc, un investisseur, il est assuré d'avoir un partenariat multidimensionnel. Je vous donne un exemple. Dans le secteur automobile, ce qui a été fait, c'est pas seulement de dire on va délocaliser une usine et leur donner des subventions, c'est pas simplement de donner un pourcentage. C'est on donne un pourcentage, mais en échange, le constructeur s'engage à un taux d'intégration. Donc, par exemple, pour Renault, c'est 65%. 65% de la valeur de la voiture produite à Tanger doit être sourcée auprès d'entreprises situées au Maroc. Et en échange de ça, on lui signe un contrat de performance avec tous les secteurs, les fédérations professionnelles de l'automobile, par exemple, au Maroc, en disant, voilà, vous, les PME, vous, les entreprises marocaines dans le secteur automobile, vous vous engagez sur tels objectifs de formation et tels objectifs de création d'emplois. Et donc, quand vous avez ces cycles, ce partenariat win-win qui est signé entre l'État, le constructeur, l'assembleur, la tête d'écosystème, les fournisseurs de l'écosystème et puis les fédérations de PME au Maroc, vous avez un partenariat qui est gagnant-gagnant. Donc vous avez une écoute. L'État a un siège à la table, il participe à l'animation de l'écosystème. C'est ce qui fait la différence entre un écosystème et un cluster. Un écosystème, c'est quand l'État participe à l'animation. Et j'allais dire l'animation commerciale, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver du business aux différents fournisseurs. Il y a une façon totalement différente de faire du business. Donc les opérateurs ne viendront pas au Maroc parce que vous allez leur rembourser 20% de leur investissement. Ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a une animation et qu'il y a un écosystème qui est win-win. Alors, je voudrais terminer mon propos parce qu'il va falloir dîner, en posant juste deux questions. La première question, c'est où est le Maroc? Où est le Maroc? Parce que, en fonction des... Je le vois très bien quand je vois les investisseurs au Maroc, ils viennent
On regarde d'abord où est-ce qu'ils ont mis le Maroc, dans quelle case. Il y a ceux qui mettent le Maroc dans la case MENA, il y a ceux qui mettent le Maroc dans la case Afrique, il y a ceux qui mettent le Maroc dans la case EMEA, Europe, Middle East, Africa. Il y a toutes sortes de possibilités. Alors si vous demandez aux gens du Golfe, par exemple, ils vont dire, vous leur dites, est-ce que les Marocains sont des musulmans, des vrais musulmans? Les musulmans, ils sont très 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 loin dans l'Occident du monde musulman, c'est pas les vrais musulmans. Si vous demandez aux Africains, est-ce que les Marocs sont des Africains? Bon, vous savez, le Maroc c'est tout au nord d'Afrique, c'est pas vraiment des Africains. Si vous demandez aux Européens, est-ce que le Maroc est un pays méditerranéen ou européen? On va vous dire non, surtout pas. La limite, la frontière sud de l'Union européenne, de l'Europe, c'est le détroit de Gibraltar, c'est la Méditerranée. Sauf que je crois, et ça c'est une bonne question à poser ici à Strasbourg, est-ce que quelqu'un a déjà dit aux Scandinaves que la frontière nord de l'Europe c'était la mer Baltique? Je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un a déjà dit au Royaume-Uni, aux Britanniques, vous n'êtes pas au Maroc puisqu'il y a 9 km de mer qui nous séparent? Bon, ça a déjà été dit. Aujourd'hui. Donc ces questions géographiques sont très intéressantes parce qu'on voit qu'il y a un impensé. On sait pas. J'ai dit nous, le Maroc, on ne sait pas où on est. En vérité, on sait où on est, mais simplement qu'on a une situation qui fait qu'on est au centre d'aucune de nos aires d'appartenance. On n'est pas au centre de l'Afrique, on n'est pas au centre du monde musulman, on n'est pas au centre de l'Atlantique, etc. Ce qui fait qu'il y a un positionnement très particulier du Maroc. Et l'Europe, c'est la même question. L'Europe n'aura pas réglé ses problèmes tant qu'elle n'aura pas défini des frontières claires au projet européen. Et je dis projet européen pour ne pas dire Union européenne. Le projet européen, c'est plus grand que l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que le projet européen? Je crois que c'est 1 milliard de personnes qui sont coincées par 3 déserts. Le désert du Sahara, le désert de la péninsule arabique et les steppes russes. Et là, vous avez 1 milliard de personnes. Vous avez 500 millions d'Européens de l'Union européenne, un peu plus de 100 millions de Russes, 100 millions de Turcs, 100 millions d'Égyptiens et 100 millions de Maghrébins. Voilà. Et ces gens-là sont, par la géographie, par le climat, sont tenus à une communauté de destin. Et on retombe sur ce que je vous ai dit sur l'intégration économique comme troisième variable. Cette intégration économique, elle est inscrite dans la géographie. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous remercie.